mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Alors que les démissions des membres d'Haïti en Action se multiplient, le coordonnateur national du parti, Yuri Latortue, affirme que AAA est en bonne santé. Le commerce informel s'impose de tout son poids au Champ de Mars. Les sommations de déguerpissement lancées par la mairie aux marchands sont sans effet. La grève persiste à la compagnie de transport Dignité. Les employés continuent de réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire et la démission prématurée du directeur général de l'institution. La dépréciation de la gourde continue malgré les déclarations rassurantes du gouverneur de la Banque nationale, M. Jean Baden-Dubois. Et apparemment, personne ne sait trop quoi faire pour arrêter cette décote. Nous avons avec nous ce soir, pour en parler, le professeur Eddy Labossière, président de la Société haïtienne des économistes. Bonsoir, professeur Labossière. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télémétropole. D'abord, professeur Labossière, qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations du gouverneur qui se voulaient, comme je l'ai dit, un peu rassurantes? Est-ce qu'elles vous ont rassuré, vous? Bon, il faut toujours respecter la parole d'un gouverneur, parce que c'est le capitaine qui est à bord, et c'est lui qui dirige, si vous voulez, et ce bateau, le bateau Haïti, dans le domaine et de la politique monétaire. Donc c'est le capitaine qui dispose des instruments nécessaires pour conduire cette politique monétaire. Et il ne faut pas oublier que le capitaine dispose d'outils très puissants, tels que par exemple ce qu'on appelle les opérations de marché ouvert. L'opération d'open market, il a la possibilité, chaque fois que la goutte se déprécie, de mettre sur le marché du dollar pour stopper un petit peu la dépréciation. Sauf que, et dommage pour le capitaine, il n'a pas des réserves, je dirais, infinies. Actuellement, le niveau de réserve de la Banque centrale, ça ne dépasse pas 800 millions de dollars américains. Donc le capitaine ne peut pas s'amuser à chaque fois à vendre sur le marché du dollar. À un certain moment de la durée, il va se retrouver à court de dollars. Surtout que c'est à même les réserves internationales qui puisent pour mettre le dollar sur le marché. Les institutions internationales, en particulier le Fonds monétaire international, exigent que le capitaine ait dans sa caisse au moins 6 mois d'importation. Et 800 millions de dollars, ça représente exactement 6 mois d'importation. Donc le capitaine ne peut pas continuer à utiliser cette opération d'open market qui consiste à mettre du dollar sur le marché. Il dispose d'autres instruments, c'est pas seulement le seul instrument, il dispose d'autres instruments. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les bons BRH. C'est une façon, lorsqu'ils émettent ces bons BRH, ou du moins les obligations BRH, c'est pour assécher la liquidité en gouttes, parce que le problème, il y a trop de gouttes sur le marché. Professeur Labossière, est-ce que ce qu'on appelle le marché ouvert, est-ce qu'en fait ça ne revient pas à pratiquer la politique qu'on appelle aussi parfois la politique de la planche à billets? Oui, c'est la politique de la planche à billets qui se matérialise, parce que lorsque le gouvernement fait un déficit budgétaire, malheureusement, ce déficit doit être comblé en quelque part, et c'est la Banque centrale qui comble ce déficit. Et pour combler ce déficit, la Banque centrale n'a pas été à même ses propres fonds. La Banque centrale est obligée de créer de la gourde, de faire fonctionner la planche à billets pour justement compenser le déficit budgétaire du gouvernement. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, en 2018, le déficit budgétaire, ça a dépassé 25 milliards de gouttes. Donc mettre 25 milliards de gouttes sur le marché, ça fait un surplus de liquidité en gouttes. Et dans cette perspective, la bonne monnaie va chasser la bonne. Il se trouve que malheureusement, et la mauvaise monnaie, c'est pas le dollar, c'est la goutte. Donc il se trouve que, bon, et les gens préfèrent thésauriser et épailler en dollars. Donc il y a une demande constante de dollars sur le marché, non seulement pour thésaurisation, pour l'épargne, mais aussi pour l'importation, parce qu'il ne faut pas oublier, l'année qui vient de s'écouler, nous avons importé pour 5,5 milliards de dollars américains, et nous avons exporté seulement pour 1,1 milliard de dollars. Donc nous exportons beaucoup plus, de très loin par rapport à nos importations.
Et il se trouve que malheureusement, la production nationale n'est pas au rendez-vous. Nous importons presque 70% des biens consommés dans ce pays. Donc nous importons trop de biens. Et pour importer, on ne peut pas importer avec la goutte. Il faut le dollar nécessairement. Donc c'est à ce titre que constamment, il y a une demande permanente de dollars, non seulement pour importer des biens et services, mais aussi pour importer des produits pétroliers. Vous comprenez? Donc la demande est constante d'achat et les Haïtiens de plus en plus. À partir du moment que la personne a certaines possibilités, il n'est pas presque pas en goud, il n'est pas en dollars. Si vous regardez à la Banque centrale, le taux de dollarisation de cette économie, ça dépasse les 60%. C'est énorme. Vous voyez bien, donc c'est ça, nous ne produisons pas suffisamment, nous n'exportons pas, il n'y a pas suffisamment de devises qui rentrent dans le pays. Évidemment, heureusement, on a la diaspora. N'était-ce la présence de la diaspora, je me demande qu'est-ce qu'on allait faire. Parce que la diaspora nous donne chaque année 3,9 milliards de dollars américains. Ça permet de couvrir pas mal, une bonne partie des importations. Mais malheureusement, ce qu'on appelle l'une des trois balances de la balance des paiements, la balance des comptes courants, c'est toujours négatif. Je crois que pendant que nous parlons là, nous avons un déficit de la balance des comptes courants de 168 millions de dollars américains. Ce déficit aussi va faire une pression sur la goutte et qui va entraîner la dépréciation de la goutte. Donc je ne vois pas, et même si le capitaine nous rassure, que même s'il y a tempête, il pourra résister, mais je ne vois pas comment il va pouvoir résister s'il n'y a pas de production. Vous comprenez? Donc c'est ça qui va permettre effectivement, qui aurait pu permettre fondamentalement de stopper la dépréciation de la goutte. Voilà. Professeur Labossière, certaines personnes imputent cette décote constante de la gourde par rapport au dollar aux banques commerciales qui se livreraient à la spéculation. Quelle est votre opinion sur cette question? Évidemment, pour répondre à cette question, il faut peut-être que je commence par une définition de ce que c'est que la spéculation. Et il y a spéculation, chaque fois que j'achète et je revends, et je m'attends à faire un profit, et que ce profit n'a pas de cause, c'est un enrichissement sans cause. Si j'achète une voiture, je revends la voiture, je fais un profit, ce n'est pas de la spéculation, parce qu'il y a une cause. La cause, c'est la voiture elle-même. Si j'achète une maison, je revends la maison, ce n'est pas de la spéculation, parce que la maison est là. Donc la cause de cette transaction d'achat et de vente, la cause est là. Mais je regrette que le gouverneur de la Banque centrale ait abordé cette question, je ne dirais pas avec légèreté, mais la définition de la spéculation, elle est claire. Si j'achète un titre quelconque, une valeur mobilière, un titre de créance, ou bien encore qui serait un titre financier, ou bien un titre monétaire, dans ce cas qui est une devise qui est le dollar, je l'achète, je revends ça. Et à quelle fin pour faire un profit? C'est de la spéculation. Pourquoi c'est de la spéculation? C'est un enrichissement sans cause. C'est comme ça qu'on définit dans toutes les écoles la spéculation. Tout enrichissement sans cause est de la spéculation. Et tout enrichissement, laissez-moi terminer sur ça, c'est un point important. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Tout enrichissement qui n'entraîne pas, je suis dans le domaine financier, ça n'affecte pas le secteur réel, c'est de la spéculation. Vous comprenez? Donc ça n'influence pas positivement le secteur réel. C'est une transaction pour une transaction. Ça ne fait pas intervenir d'autres choses. Donc c'est de la spéculation. Donc ce que font les banques commerciales, ils font de la spéculation. Et qui est encore grave en termes de spéculation, c'est une spéculation sans risque. Non seulement c'est une spéculation sans risque, c'est un enrichissement sans cause. Mais il faut une marge extraordinaire. En République dominicaine, si j'ai un dollar américain, je revends ça, on me donne du pesos. Si demain je dois acheter ça, c'est presque le même taux. Ce que je veux dire, le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente du dollar américain en République dominicaine, c'est presque zéro. Mais vous savez, ici en Haïti, ce différentiel, c'est parfois 2 gouttes, c'est parfois 3 gouttes. Et vous me dites, ce n'est pas de la spéculation. Évidemment, je dois réécrire un traité d'économie financière pour définir pour l'Haïtien ce que c'est que la spéculation. C'est de la spéculation. Et c'est une spéculation sans risque. C'est là que c'est encore grave. Et si vous allez dans les dictionnaires, vous allez essayer de trouver
une explication du mot spéculation, la définition du mot spéculation, vous allez voir derrière la spéculation, il y a toujours un risque. Mais même ils font de la spéculation sans risque. Ils achètent aujourd'hui $1 pour 60 gouttes, 70 gouttes. Demain matin, ils ne vont pas revendre ça à 60 gouttes, à 58 gouttes. Ils vont revendre ça à 75 gouttes, un petit peu plus cher. Donc non seulement c'est de la spéculation, c'est de l'enrichissement sans cause, mais c'est encore une transaction sans risque. Et c'est une transaction sans risque, et dans cette transaction, ils réalisent énormément de profits. Et vous imaginez, sur chaque dollar d'acheter et de revendre, ils font 2 gouttes et parfois 3 gouttes. Voilà, donc c'est plus que la spéculation. Mais professeur Labossière, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre un terme à cette spéculation que vous qualifiez vous-même d'abusive? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Vous savez, lorsqu'on est dans un pays où l'État a perdu non seulement tous les niveaux de gouvernance, où l'État a perdu son autorité, et que l'autorité de l'État se trouve dérivée vers le secteur privé, c'est difficile de faire des recommandations qui permettraient de résoudre des problèmes. Un élément de recommandation, je dirais à mon ami le gouverneur de la Banque centrale, il va falloir quelque part que la Banque centrale arrive à reprendre son autorité. On ne peut pas laisser que c'est une banque qui décide. Les gens vont vous dire c'est le jeu de l'offre et la demande. Mais ce sont les gens qui vont plaisanter. Ils vont dire attention, demain matin, si vous constatez que le dollar c'est 80 gouttes pour $1, c'est le jeu de l'offre et la demande. Mais non, il y a des délits d'initiés dans ce marché. Ce n'est pas le jeu de l'offre et la demande. C'est pourquoi j'aurais souhaité que le gouverneur de la Banque centrale reprenne son autorité. Et que désormais, sur le marché haïtien, le taux qui doit prévaloir, c'est le taux de référence de la Banque centrale. Ne me racontez pas d'histoire. Je ne veux plus voir qu'une banque donne le signal de la dépréciation et les autres banques, comme des moutons, suivent ce signal. En quelque part, même si vous n'êtes pas un spécialiste, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le signal doit provenir de l'autorité légitime qui est la Banque centrale. Vous savez, donc, dans certains pays, lorsque une banque commerciale achète ou revend une devise, ce n'est pas pour elle-même, c'est pour la Banque centrale. Mais on n'a pas l'autorité, l'État a perdu toute son autorité. Je ne devais même pas me prononcer sur cette question dans un pays dans lequel l'État a perdu toute son autorité et que le secteur privé s'en est accaparé. C'est dommage, c'est comme ça, mais c'est comme ça en Haïti. Vous voyez bien? Et j'aurais souhaité que d'autres économistes se prononcent sur cette question sans prendre parti pour le secteur privé. Voilà. Professeur, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le taux de change est aujourd'hui fixé par les banques commerciales et non pas par la Banque centrale? Ah, vous le savez déjà, et tout le monde le sait. Il y a une banque, je dirais, vedette dans ce pays, et qui même est dans une situation, je ne dirais pas de monopole ou d'oligopole, mais c'est cette banque privée. On n'aura jamais vu ça dans aucune autre économie. C'est cette banque privée qui détermine le taux. Ne me racontez pas, c'est le jeu de l'offre la demande, personne ne voit. Personne ne peut pas participer à ce marché. Ne me racontez pas d'histoire. C'est une banque commerciale qui détermine le taux et les autres banques commerciales suivent le taux fixé par cette banque. Voici la vérité. Les gens ne vont pas dire ça dans ce pays pour plusieurs raisons. Mais en tant que professeur, je suis obligé de dire ce que je constate, ce que je sais. Et c'est dommage que ce soit comme ça. Professeur Labossière, la BRH semble avoir pris des mesures interdisant aux banques commerciales de stocker des dollars. Est-ce que cette mesure vous apparaît adaptée à la situation et peut-elle apporter des solutions? Bon, dans le contexte actuel, toute mesure devrait pouvoir apporter des solutions. Si on était, en principe, les banques commerciales, c'est peut-être un abus de langage de dire que les banques centrales sont en train de stocker le dollar, parce que la banque centrale, excusez-moi, les banques commerciales sont en train de stocker le dollar, parce que les banques commerciales font une transaction qui est de la spéculation financière. Quelqu'un lui demande, par exemple, du dollar, la personne est prête pour payer, je ne sais pas, disons 80 gouttes, donc la banque centrale ne va pas stocker ça. À quel intérêt une banque commerciale aurait pour stocker le dollar? Il ne va pas stocker le dollar. Sauf que, à chaque fois qu'un grand investisseur demande beaucoup de dollars, il profite pour augmenter le taux. C'est comme ça qu'ils vivent.
J'appelle ça, j'aurais aimé que vos téléspectateurs écoutent très bien ce que j'entends par enrichissement sans cause. C'est de l'enrichissement sans cause. Je crois l'avoir bien défini au départ. Donc, la banque commerciale ne va jamais stocker en quelque part le dollar, mais sauf qu'il va essayer à chaque fois de trouver une marge bénéficiaire brute plus grande. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, cette banque participe à la dépréciation de la goude. Nous avons mis en évidence pour vous les facteurs qui entraînent cette dépréciation de la goude. Nous avons dit que le pays ne produit pas suffisamment, on n'exporte pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de dollars qui rentrent dans le pays. Vous voyez bien, il y a l'appui budgétaire que l'international avait l'habitude de nous donner, on n'en donne presque pas. C'est seulement le plus gros flux monétaire qui rentre dans ce pays, c'est le transfert de la diaspora qui est de 3,9 milliards de goudes pour l'année 2018. Vous comprenez? Donc, les banques commerciales n'ont pas intérêt à stocker. Ils ne vont pas stocker. Ce qui les intéresse, c'est de faire une marge sur le prix d'achat et sur le prix de vente. Et je rappelle à tous, chaque fois qu'on essaie de faire une marge sur un titre financier, sur une valeur mobilière, sur un titre monétaire, c'est de la spéculation. Bon, évidemment, on doit à la vérité de dire que le gouverneur Jean Baden-Dubois avait lié la lutte contre la décote de la gourde par une augmentation, une reprise de la production et un regain socio-économique. Bon, c'est sûr, c'est évident. Une monnaie nationale quelconque s'appuie sur la capacité de produire d'une économie. La monnaie d'un pays, sauf peut-être les États-Unis, on ne sait pas, hein. On ne va pas rentrer dans d'autres détails parce que les États-Unis, c'est un cas particulier, sont superpuissance. Mais en général, la force d'une monnaie nationale se retrouve dans la capacité de production de cette économie. Si vous avez une capacité de production très faible, si pour consommer vous importez généralement de l'extérieur, vous n'allez pas avoir une monnaie forte. Et il faudra peut-être dire ça aux gens. Il y a des pays qui essaient de trouver pas une monnaie forte. Il ne faut pas oublier non plus, si la goutte s'apprécie, on va avoir de la misère pour exporter. Les pays qui exportent énormément, tels que la Chine et l'Inde, ce sont des pays qui se battent pour avoir une monnaie faible. oui. Vous comprenez? Bon, on ne rentre pas dans cette catégorie. Donc, pour résoudre d'une façon pérenne la question haïtienne de la dépréciation de la goutte, permettez-moi de dire au passage, ce n'est pas une mauvaise chose lorsque une monnaie nationale se déprécie. Ça, c'est peut-être une autre question. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est important, si on veut stopper cette dépréciation de la goutte, il faut nécessairement, et ça ne peut pas se faire à court terme, se lancer systématiquement dans la production nationale, réduire nos importations et essayer d'exporter un petit peu plus. Ça ne peut pas se faire rapidement. Ce qui peut se faire rapidement, et j'espère que le gouvernement est en train d'entendre, et que le Premier ministre écoute aussi. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance, je n'étais pas en Haïti de le rencontrer pour les fêtes de fin d'année, mais le gouvernement doit cesser de dépenser ce qu'il ne possède pas. Le gouvernement doit mener une politique de cash management. Ça avait dit en termes clairs, mais c'est l'argent qu'on est en train de dépenser. Et actuellement, dans le contexte politique, j'ai le sentiment que le gouvernement est en train de dépenser beaucoup d'argent, l'argent qu'il ne dispose pas. Vous voyez, pour les questions de sécurité, de stabilité et autres, certainement, je suis en train de dire qu'on s'achemine encore une fois, et déjà les signaux sont clairs, vers un déficit budgétaire pour l'année 2019. Et ce déficit budgétaire, encore une fois, malheureusement, sera financé par la création monétaire de la Banque centrale. Et cette création monétaire, ça va de soi, va introduire une dépréciation de la goutte. Donc je ne vois pas dans quelle perspective, je ne vois pas comment, pendant que je vous parle là, on va être en mesure de stopper cette dépréciation malheureuse de la goutte. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner un peu d'espoir que 2019 ne sera pas aussi catastrophique que 2018? Apportez-nous une petite lueur, s'il vous plaît, avant de partir. Oui, mais c'est difficile. Je n'ai pas eu à mentir aux gens. Il faut avoir un minimum de respect pour les téléspectateurs. Je ne peux pas leur raconter l'histoire, je ne peux pas les mentir. Je ne vois pas les perspectives qui vont permettre d'améliorer le sort de la goutte. D'ailleurs, le ministre des Finances l'a dit. C'était une erreur de la part du ministre des Finances lorsqu'il a dit qu'il y a une rareté du dollar dans le marché. Il l'a dit, c'est dommage.
À sa place, je ne l'aurais pas dit, bien sûr. Donc, comme perspective, je ne vois pas, à moins qu'on s'arrange à réduire les dépenses de l'État. À faute de pouvoir relancer la production nationale à court terme, parce que ça ne peut pas se faire à court terme, eh bien, qu'on essaie de réduire à une portion congrue les dépenses de l'État. L'État devrait pouvoir dépenser exactement en proportion de ses rentrées. On nous dit qu'en 2019, la DG de la douane va rapporter 114 milliards de gouttes, et bien que l'État haïtien dépense 114 milliards de gouttes, il a la responsabilité de comprimer ces dépenses. Réduire les dépenses de la présidence, réduire les dépenses de la primature, et réduire les dépenses du Parlement. Le train de vie de l'État. Voilà, le train de vie de l'État. Par exemple, il y a dans le budget de la République une ligne budgétaire qui s'appelle l'immobilisation. Dans cette ligne budgétaire, vous savez ce qu'ils font dans cette ligne budgétaire? Ils achètent des voitures. Pourquoi ne pas stopper cette ligne budgétaire? Vous n'allez pas me dire qu'un ministère a besoin chaque année d'une nouvelle voiture. Il faudra peut-être commencer, il y a des endroits bien précis, et qui lancent un signal clair, et qui vous auraient donné l'espoir que vous voulez que je vous donne pour 2019. Il n'y a pas d'espoir pour 2019. Du temps que ça va. Vous allez avoir les mêmes missions, et l'international ne va pas nous aider. L'appui budgétaire ne sera pas plus que 20 millions de dollars venant et de l'Union européenne. Il n'y aura pas il n'y aura pas de miracle. En économie, il n'y a pas de miracle. Donc, et encore, les 20 milliards promis par l'Union européenne, non, 20 millions de gouttes. D'investissement. Donc, promis, parfois, ils ne donnent même pas. Ils font beaucoup de chantage. Vous voyez bien, donc il est temps peut-être qu'on prenne les choses au sérieux dans ce pays. Parce que, vous savez, je viens de parler de la goutte qui se déprécie. Mais j'aurais dû dire en préambule, nous sommes en présence d'une économie en faillite. Oui, c'est une économie en faillite. Et j'aurais dû dire en préambule que nous sommes dans une économie qui utilise un modèle qui est arrivé en fin de course. Le moment est venu pour changer le modèle économique haïtien. C'est un problème de fond qui se pose là. Ce n'est pas un problème de conjoncture. C'est un problème systémique qui attaque l'ensemble du système économique haïtien. Il faut changer le modèle économique haïtien. C'est un modèle qui nous donne des rentiers. Et le rentier ne réinvestit pas. Les gens dans les institutions font un paquet d'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait avec? Il transfère ça à l'étranger. Il ne réinvestit pas. Un pays ne peut pas fonctionner de cette manière quand même. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut dans ce pays une nouvelle classe d'entrepreneurs. Les entrepreneurs que nous avons ici, ce sont les gens qui achètent et qui revendent. On ne marche pas une économie de cette manière. Il faut faire des grands investissements. Aujourd'hui, nous sommes dans cette économie. Mais qui donne du crédit dans cette économie? J'ai des dizaines de gens qui veulent démarrer leur propre affaire, mais ils ne peuvent pas trouver le crédit parce que les banques que nous avons ici ne sont peut-être pas là pour ça. Mais il faudra changer ce modèle. Venir peut-être avec d'autres systèmes, venir avec peut-être un fonds d'investissement pour donner du crédit à tous les Haïtiens et qui veulent investir. Parce que nous sommes quand même un pays à pénétration capitaliste. Si nous voulons avoir le développement, il faut l'investissement. Et pour avoir l'investissement, il faut le crédit. Donc un pays dans lequel il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'économie. Vous voyez, je viens de dialoguer avec vous sur une économie qui n'existe pas. Voilà. Parce qu'elle est en faillite. Donc je vous ai raconté des histoires en quelque part. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps pour mettre les points sur les i là où il fallait le faire. Bonne fin de journée quand même. Ok, merci, ça a été un plaisir, à la prochaine. Merci. C'était donc le professeur Eddy Labossière, président de la Société haïtienne des économistes, qui nous donnait son sentiment sur l'état de l'économie haïtienne, en particulier à partir de ce problème de décote, de dépréciation continue de la gourde. Le sénateur Yuri Latortue dénonce une vaste campagne de dénigrement contre sa personne et son parti politique. Pour l'élu l'Artibonite, cette série d'attaques personnelles sont une réponse à son engagement dans la lutte contre la corruption et particulièrement le dossier Dermalog.
Le parlementaire, qui pointe du doigt le Palais national, affirme que cette démarche vise à créer une mauvaise perception de Haïti en action, son parti, à l'approche des prochaines élections. Je cite, « AAA est en bonne santé et se renforce de plus en plus », a fait savoir le sénateur Yuri Latortue, qui renouvelle sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption en Haïti. Il y a une attaque qui a commencé par le fait que vous avez demandé des sénateurs pas venir dans la séance pour que vous ayez infirmé quoi. Là, ça c'est l'homme qui fait rapport d'enquête là. Il y a une attaque qui fait sur moi personnellement, là que mon relais pour menacer. Il y a une attaque qui fait, il a essayé de dénigrer, c'est ça les caractères assassination, écrit un pile bagaille sur les réseaux, vous montez. Quand des bagailles sur le papier brun, c'est de l'eau qui a tombé sur le canal. Dernière attaque qu'il a essayé de faire, c'est où un conseiller président qui a pris des gens qui sont dans le parti pour quitter. Ah, c'est pas grave. Pas de démission, parce que moi-même, je n'ai pas jamais de démission officielle. Je ne peux pas parler de démission. Toute démission qu'on a faite là, tout papier on a dit, c'est sur les réseaux sociaux. Si on est dans un parti qui a démissionné, c'est soit on remettre la coordination communale ou coordination départementale, ou bien coordination nationale. Eh bien, nous-mêmes, nous allons recevoir. C'est pour montrer aux gens qui sont là. C'est essayer de créer justement perception que il y a un problème et puis à travers la perception ça yo même essayé de créer un problème. Comment t'as appelé en bonne santé. Ah non seulement en bonne santé, à pour gagner formation pour tous ses membres. Alors pour tous les coordonnateurs communaux, 145 coordonnateurs communaux et à la fin du mois de janvier, actuellement sur tous les territoires avec tous les coordonnateurs départementaux et communaux. Et dans bagaille ça, on peut jamais entendre un coordonnateur section communale et bien départementale. Là-dedans, on attend peut-être des noms, justement, qui par exemple acheminer en correspondance à différentes coordinations. Le de l'eau a tombé sur le canal, ça nous est passé. Moi-même, dans la question de l'enquête, nous avons continué de travailler nous jusqu'au bout. Et moi-même, moi dis, il y a pile de monde qui campé, qui m'a des résultats. Eh bien, si menace qu'a fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de branding nous. Il faut que la population joue un rapport, même genre rapport Petro-Caribéen. Patrick Nara, directeur de Pariage PAM, a été abattu ce matin à Pétionville dans les locaux de son entreprise non loin du consulat dominicain. Selon les premiers éléments d'information, l'homme d'affaires aurait été suivi par 2 individus non identifiés. Pariage PAM est un système de jeu de hasard sur les résultats des matchs de football. Grève à la compagnie Dignité. Le syndicat des employés de cette institution réclame leurs 7 mois d'arriérés de salaire et le départ prématuré du nouveau directeur général de cette institution, Jean Mandenave. Je cite, « Aucun bus Dignité n'effectuera le transport des écoliers ou des fonctionnaires publics », fin de citation, déclarent des syndicalistes précisant que toutes les activités sont paralysées jusqu'à nouvel ordre. Pour sa part, le numéro 1 de l'institution, Jean Mandenave, dénonce le comportement des membres de la structure syndicale et souligne que cette mobilisation est liée à des fins politiques. Toutefois, le directeur général demande aux protestataires d'être patients en attendant l'heure due qui arrivera sous peu. Nous-mêmes, Jodia, nous avons dit président Jovenel, en tant que père de famille, puisque nous connaissons ses papas, ses petites, nous passons août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 janvier, sans code. Jean Mandenave pas payé nous. Et, il y a Jean Mandenave 36 millions de gouttes en octobre. Nous pas touché. Ils montrent nous chèques, nous pas touché. Le vin bal, 72 millions, nous pas touché. Pendant la chute à la maison, la manger, cabrit grillé, à pile nous-mêmes nous réclamer des paiements de Mandenave en deux boîtes là. Si jamais, il n'y a pas nous des paiements de Mandenave, nous continuer fermer Dignité. Non, pas privé, ouais, machine Dignité. Que ce soit pour le porter employé au niveau ministère des Finances, allez, que ce soit pour faire location, mettre l'argent dans le poche là, que ce soit pour élève l'école, et mais pas qui ça, tout autant Mandenave, pas quitter le combat, nous pas besoin de toucher chaque Mandenave paye le bralé, li pas paye le bralé, ça pas content embarqué. Les gens disent au 2 ou 7 mois, c'est pas vrai. Je n'ai dette côté 2 ou 3 mois. Dans l'ouest,
département l'Ouest, il y a 3 mois. Provinciaux, il y a 5 mois. Pas gain à faire que il y a dans l'Ouest 7 mois. Moi-même, moi, héritier d'être ça, parce que c'est l'État. Mais ce n'est pas moi-même d'être là qui doit mon. Moi-même, quand l'on travaille, il n'est pas touché. Si mon travail, c'est de salaire qu'il doit vivre. Il y a un foyer pour le gérer. Il y a un petit pour le voir à l'école. Il faut le toucher. Nous prenons payroll, allocation 3 mois. Nous faisons le faire. On seul, nous compilons pour qu'il paye mon 2 mois. On a touché 2 mois. Hier, comme là, il vit sous compte. Je fais des marches pour mon yo, ça. Sous peu, il y a besoin de bonus. Nous commençons à payer. Les gens qui là, c'est les gens qui ont besoin en tête. Il y a des gens qui ont besoin de dire c'est 3 mois. Il y a des gens qui ont besoin de venir directeur là, comme dans la boîte là. Il y a des gens qui est ancien directeur qui veut retourner. Puis fort moun qui parle là, c'est employé révoqué depuis 7 ans, 10 ans. Qui m'a demandé pour me réintégrer dans la boîte là. Je dis boîte là, il y a trop de monde. Nous ne pouvons pas faire ça comme ça. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.